micro. Allez, je vous propose de commencer. Déjà, merci à tous de vous être rendus disponibles pour cet atelier. Je comprends qu'il est attendu. Et c'est un atelier, un webinaire qui s'inscrit dans le cadre des sessions export que nous organisons désormais de manière trimestrielle avec vos 6 interprofessions vitivinicoles régionales que je salue et je remercie, peut-être qu'ils sont en ligne. Merci à nouveau pour vous, pour votre implication et ce partenariat. Mon nom est Philippe Écoute. Je travaille au sein de Business France en Occitanie et je suis très heureux de pouvoir animer avec vous cet atelier, le modérer. Je serai pour ça accompagné par 2 personnes. Stéphanie Egelnoff, que vous connaissez de l'agence régionale ADOC. Stéphanie, j'espère que tu es là. Et bonjour à toi, si tu peux nous connecter. Merci beaucoup, merci Philippe. Bonjour Stéphanie. Et je serai aussi accompagné par Morgane Tournadre de la direction internationale de la CCI Occitanie. Bonjour Morgane, je te vois. Et ton micro, je vois, est désactivé, mais c'est pas grave. Et qui m'aideront, Stéphanie et Morgane, à prendre les questions. Je répète qu'on anticipe nombreuses. On a devant nous 1h30 pour aborder un sujet qui est d'importance, puisque pour ce webinaire, on a voulu le centrer sur les financements, je dirais les financements publics que vous pouvez mobiliser dans le cadre de vos plans d'action export, qu'ils soient de promotion ou de prospection, plutôt de prospection et de promotion. C'est aussi un sujet d'actualité puisque la région vient de voter, je crois, il y a à peu près 15 jours, enfin c'était début du mois de juin, les 2 nouveaux dispositifs de soutien à la filière vin spiritueux et qui seront déployés pour les 5 prochaines années jusqu'à fin 2027. Et donc, on a souhaité, avec Catherine Machabert de l'agence ADOC, qui n'est pas malheureusement ici présente puisqu'elle a un petit problème de santé, un accident ménager, comme on dit, que je salue, on a souhaité en fait, en avant-première, que vous puissiez avoir un premier niveau d'information sur ces 2 dispositifs de la région qui, je répète, vont vous accompagner pendant les 5 prochaines années. Pour cela, on accueille Francis Cabot de la filière agroalimentaire et agricole. Je vais couper le son. Au sein de la direction de l'agriculture et de l'alimentation de la région. Bonjour Francis et merci d'avoir répondu au pied levé à cette sollicitation. J'espère que tu es là, si tu peux nous dire bonjour. Bonjour. Parfait, merci à toi. Et comme vous l'avez compris, si ce webinaire, on va le centrer très largement sur ces dispositifs de la région, on a souhaité, avec Catherine Machabert aussi, mettre en perspective ces dispositifs avec ceux qui existent déjà et qui sont des dispositifs publics, qui sont disponibles au niveau national ou européen. C'est pour ça qu'on a souhaité en fait inviter d'une part Thibaut Meunier, qui est chargé d'affaires internationales au sein de BPI France à Montpellier, qui nous présentera l'assurance prospection et sa petite formule sœur qu'on appelle l'assurance prospection accompagnement. Bonjour Thibaut. Bonjour à tous, merci Philippe. Et dans un 3e temps, on recevra Frédéric Binot et Félix, alors je prononce Pendrier, mais c'est peut-être Pendry, mais j'ai l'habitude de tout prononcer, de France Agrimaire, pour un zoom sur les dispositifs d'aide à la promotion des vins sur les pays tiers dans le cadre de l'OCM vitivinicole. Bonjour Frédéric et bonjour Félix, merci pour votre mobilisation, j'espère que vous êtes là aussi. Oui, bonjour à tout le monde. Et on dit bien Pendrier donc. Pendrier, c'est bien. Parfait, bien. Merci à vous. Donc vraiment l'idée de ces 2 zooms sur les outils BPI France, les outils financement public nationaux et sur les dispositifs OCM vitivinicole pays tiers. L'objectif, c'est non seulement de vous refaire peut-être un petit refresh sur ces outils que peut-être vous connaissez déjà, mais notre ambition avec Catherine et moi, en invitant Thibaut, Frédéric et Félix, c'est surtout montrer comment vous pouvez en fait coupler, articuler ces dispositifs avec ceux de la région pour essayer d'optimiser au mieux en fait vos dépenses de financement sur l'international. Voilà, j'en arrête là. On va passer aux présentations. Je vous répète, cet atelier est enregistré, donc le replay ainsi que les supports vous seront envoyés. N'hésitez pas à poser vos questions sur le petit onglet de conversation. Morgane et moi, et Stéphanie, et moi les prendrons. Alors, on verra en fonction de la volumétrie, soit on les prendra au fil de l'eau, soit on les prendra à la fin de chaque bloc d'intervention. Et dans tous les cas, on prendra un temps d'échange aussi à la fin des trois présentations, donc autour de midi 10, si tout va bien. Voilà, j'en finis là. Je passe la parole à Francis. Francis, tu me dis si tu veux que je partage la présentation pour ton compte ou si tu le fais, c'est comme tu veux. Voilà.
Je peux essayer de la partager pour maîtriser le passage des diapos. Parfait. Sinon, si tu n'y arrives pas, on le fera et tu nous diras les transitions. En revanche, je n'ai pas la même présentation parce que je passe par Internet, là. Alors, je vais la partager pour toi et tu me diras, en fait, tout simplement les moments où il faut Voilà. Donc, du coup, je suis aveugle. Morgane et Stéphanie, je vous laisse être maître des questions. Et en fonction, je répète, de la volumétrie de la fréquence, vous intervenez quand vous le souhaitez pour les poser à Francis. Très bon webinaire et à très vite. Donc, bonjour, Francis Cabot, je suis chargé des filières vitivinicoles et oléicoles au sein de la région Occitanie. Je vais vous en parler très brièvement. Et comme l'a dit Philippe, je vais vous présenter à travers la mise en place des 2 nouveaux dispositifs relatifs aux exploitations d'une part et aux entreprises d'autre part, les aides à l'export, et ceux un peu en entonnoir, puisque en fait ce sont des dispositifs multifilières, multi-dépenses, matériel, immatériel et multi-objets, avec des dépenses qui sont spécifiques ou pas à l'export. C'est pour ça que je suis un petit peu obligé, entre guillemets, de vous présenter les cadres de chacun de ces dispositifs pour bien illustrer ce que vous pouvez faire et solliciter en matière d'export. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc très très brièvement, je travaille au sein de la direction de l'économie locale, du tourisme, de l'agriculture et de l'alimentation, qui est le fruit de la fusion suite au 2e mandat de Carole Delga entre la direction de l'agriculture et de l'agroalimentaire et la direction du tourisme. Donc, elle est organisée en 3 directions adjointes. Et la première direction concerne plus particulièrement les filières agricoles, la transition agroécologique et les dynamiques collectives. Et c'est dans cette direction adjointe que sont traités les dispositifs de soutien aux exploitations et aux entreprises. Le premier service, dirigé par Nathalie Daudet, s'occupe des filières, mais aussi des aides aux entreprises. Et le deuxième service, dirigé par Caroline Couve, traite de tout ce qui a trait aux exploitations agricoles. Donc, ce sont les 2 services qui vous concernent plus particulièrement sur ces sujets. Diapo suivante. Au niveau du service filière agroalimentaire, donc au sein duquel je travaille, nous sommes organisés en 4 grandes filières avec chaque fois un binôme chargé de mission et instructeur ou instructrice. Et en l'occurrence, en ce qui concerne la filière vin, oléiculture et spiritueux, donc moi-même avec Stéphanie Tivolier en qualité d'instructrice. Diapo suivante. Voilà, je vais vous présenter en premier lieu le dispositif entreprise agroalimentaire et ses modalités. Donc, j'ai l'habitude de toujours expliquer la différence réglementaire entre une exploitation et une entreprise agroalimentaire. En fait, une exploitation, par exemple une cave particulière sous forme d'exploitation, même si elle transforme son produit, elle vinifie, elle conditionne, elle stocke et elle commercialise. À partir du moment où elle va exploiter son vignoble, elle entre dans le champ des exploitations. Si elle structure juridiquement ses activités, c'est souvent le cas lorsqu'elle se développe, elle entre dans le champ, pour les activités d'aval, dans le champ des entreprises. Donc, parce qu'elle va être considérée comme en fait une structure de négoce. Donc, dans le champ des entreprises, on a de petites structures ou de grandes structures sous forme de coopératives, d'unions de coopératives ou de négociants, producteurs négociants. Diapo suivante. Donc, le dispositif que je vais vous présenter, en fait, c'est le dispositif FEADER-PSN que vous voyez en bleu. Mais vous avez là l'ensemble des dispositifs sur lesquels peuvent émarger, entre guillemets, une entreprise agroalimentaire, sachant que le focus vraiment est mis sur le dispositif FEADER. Et a fortiori pour les entreprises du vin, les spiritueux et les produits à base de vin, c'est vraiment ce dispositif-là qui est le dispositif, la voie royale pour déposer un dossier et pour être accompagné par la région et le FEADER sur vos projets. L'autre dispositif, qui est un dispositif
transversale à toutes les directions de la région et donc tous les secteurs d'activité. C'est le contrat entreprise d'avenir qui pourra pour vous être mobilisé dans certains cas, mais uniquement sur de l'avance remboursable et pas sur de la subvention. Tout ce qui est subvention sera mobilisé à travers le dispositif FEADER. Diapo suivante. Donc ce dispositif, en fait, il prend la relève d'un dispositif peut-être que vous connaissiez qui s'appelait le contrat Agroviti, qui mobilisait le cas échéant du FEADER, et en fait qui consiste à soutenir les dynamiques d'investissement des entreprises du secteur agroalimentaire de première transformation ou de deuxième transformation. Donc il souhaite répondre aux enjeux de chacune des filières, favoriser la transformation des entreprises. La transformation des entreprises, elle peut être écologique, énergétique, digitale ou internationale. Soutenir via l'aval, la transition agroécologique de notre agriculture. Donc, on va avoir un œil très, très aigu sur en fait, les relations entre l'entreprise et son approvisionnement et les relations avec ses fournisseurs. Spécifiquement, puisque c'est une spécificité, elle va permettre d'accompagner donc la filière vitivinicole, les spiritueux et les produits à base de vin sur leur positionnement à l'export, y compris pour la filière bio. Et globalement, donc, elle soutient la création d'emplois et d'entreprises en milieu rural. Donc, elle est dotée d'une enveloppe annuelle de 11 millions par an, dont 6,6 millions de crédits FEADER. Donc, ce sont des cofinancements. Diapo suivante. Francis, excuse-moi, on a une question. Tu préfères y répondre au fil de l'eau ou à la fin de ton intervention? Peu importe, allez-y. Alors là, on a une question. Si on fait négoce et exploitation sur la même entreprise, quel statut est appliqué, quelle démarche est à faire? Donc, s'il y a un seul statut juridique avec la production, ce qu'on appelle la production primaire, donc l'exploitation du vignoble, elle sera forcément dans le champ des exploitations. En revanche, c'est ce que je disais, si par exemple, elle a créé une SAS ou une SARL sur l'activité de vinification ou de commercialisation, ces activités-là entreront dans le champ des entreprises agroalimentaires. Très bien, merci Francis. Oui. Donc, en ce qui concerne les bénéficiaires sur cette mesure, ce sont toutes les entreprises dès leur création. On n'attend pas d'avoir une certaine ancienneté ou un exercice comptable complet. Et ce sont préférentiellement, on va dire, principalement les PME, mais aussi ce qu'on appelle en interne de petites ETI, c'est-à-dire jusqu'à 500 salariés. Donc là, on ne va pas regarder le montant du chiffre d'affaires ou le montant du total bilan à partir du moment où l'entreprise comporte en consolidé, c'est-à-dire si on a un groupe avec des sociétés sœurs ou des filiales, on consolide l'ensemble qui doit faire moins de 500 salariés. Ce sont des entreprises dont l'activité porte sur la transformation ou le conditionnement ou le stockage ou la commercialisation de produits agricoles ou de produits issus de la transformation de produits agricoles. L'exemple, c'est par exemple du raisin, c'est un produit agricole, on le vinifie, le vin est un produit agricole, on le distille pour en faire de l'armagnac, là on n'est plus dans un produit agricole. En revanche, le champ d'accompagnement du dispositif que je vous présente est ouvert, c'est ce que j'ai surligné en bleu turquoise, est ouvert en fait aux produits issus de la transformation de produits agricoles. Donc l'armagnac ou les spiritueux sont pour l'ensemble de leurs activités éligibles à ce dispositif. Donc après, l'entreprise doit posséder son siège ou un établissement actif en Occitanie. Elle ne doit pas être en difficulté économique au sens européen du terme. Donc ça, c'est assez compliqué. Il y a différents cas de figure, mais en gros, il ne faut pas que les fonds propres soient négatifs et il ne faut pas qu'elles soient en procédure collective. Les investissements, lorsqu'ils sont matériels, doivent être sur le territoire d'Occitanie. Et pour l'immatériel, et c'est le cas sur l'export, porté par une structure située en Occitanie. Oui, une particularité que je souligne à chaque intervention, le matériel pour la filière vin n'est pas éligible à ce dispositif puisqu'il est éligible au dispositif FEAGA, que vous connaissez bien.
transfo, stockage, conditionnement et caveau. En revanche, un producteur d'Armagnac n'est pas éligible au dispositif France Agrimaire, donc pour des activités spécifiques relatives aux spiritueux, elle sera éligible à ce dispositif. Diapo suivante. Là, je vais aller vite, mais c'est une clé d'entrée très importante. En fait, l'analyse du projet d'investissement qui sera présenté se fera au vu de la présentation d'un projet stratégique d'entreprise. Et vous le verrez sur la diapo suivante, d'une analyse financière. Donc, en fait, on a conçu sur ce programme, ce projet qui sera en dématérialisé. Ça, c'est une première différence avec ce que vous connaissiez avant. Donc, tout sera dématérialisé. Mais pour avoir l'information souhaitée, on a conçu la présentation du projet stratégique sous forme de questions. Et donc, on est très attentif à ce que l'entreprise remplisse vraiment, puisse argumenter sa stratégie pour qu'on puisse après l'analyser au mieux, puisque nous sommes dans le cadre d'appel à projet, donc de grille de sélection, et le cas échéant, si par exemple une enveloppe s'avère insuffisante sur une période donnée, il faudra procéder à une sélection, et donc ça va être vraiment l'analyse du projet stratégique et qui va permettre de différencier des projets. La diapo suivante. Voilà, on analyse ça, je viens de le dire, la situation financière de l'entreprise à partir de tableaux synthétiques qu'on demande à l'entreprise de remplir et qui permettent un peu d'avoir une vision très rapide de la structure et de la situation de l'entreprise et d'aller plus loin si jamais on avait des questions. Diapo suivante. Donc, je vous ai dit qu'il s'agissait d'un dispositif générique au niveau des filières et des dépenses, et donc on peut financer sur ce dispositif des équipements neufs, sauf en crédit bail, de l'immobilier d'entreprise, et puis un certain nombre de dépenses immatérielles. Et c'est là que l'export va se retrouver. La création de postes stratégiques en CDI, donc notamment des commerciaux, mais aussi assistants commerciaux, puisque selon on va dire l'envergure et la structure de l'entreprise qui va présenter son projet et son développement, elle va d'abord se doter d'un assistant avant de structurer après ses compétences progressivement. Des dépenses et prestations immatérielles, donc c'est tout ce qui concerne les études, les prestations de conseil externe, j'y reviendrai plus précisément sur l'export, tout ce qui est logiciel lié au process, notamment les ERP, les sites internet marchands, et spécifiquement sur le volet export, on n'exige pas qu'il soit marchand, puisque s'adressant le cas échéant à des professionnels, il n'a pas vocation à l'être. L'agritourisme est désormais intégré dans ce dispositif. Donc, il peut y avoir de l'immatériel sur l'agritourisme, mais aussi du matériel. Et des éléments spécifiques pour le volet export Vitis, c'est la prise en considération de frais d'émission, de prospection à l'export, que ce soit un individuel ou un collectif. J'y reviendrai. Diapo suivante. En ce qui concerne les taux d'intervention, donc sur ce dispositif, on est sur un taux d'aide de base de 20%. Le taux maximum d'aide publique est de 40%. Et 2 bonifications sont possibles. La première, de 10%, concerne en fait la valorisation de SICO ou de produits bio. Donc voilà, en Viti, on est très majoritairement sur des produits SICO. Donc les entreprises seront, a fortiori, la plupart du temps à 30% au moins. Et elles peuvent monter à 40% si elles sont dans une démarche de RSE. C'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat engagé. Et là, nous avons retenu au niveau de la région une liste de labels éligibles et qui pourront permettre à l'entreprise donc de bénéficier de ces 10%, sachant qu'il faut que l'entreprise soit déjà engagée dans sa démarche au moment du dépôt du dossier pour pouvoir en bénéficier. Donc, il y a un plancher de dépenses et un plafond de dépenses. Le plancher de dépenses est de 60 000 €. Donc, là, j'ai mis en exergue ce point-là parce qu'en fait, c'est un plancher de dépenses éligible qui se vérifie au dépôt du dossier
et au paiement, et en fait qui doit vous inciter, au-delà de la présentation d'un projet stratégique, puisqu'on doit être sur des projets structurants, en fait de vraiment réfléchir sur 24 mois au moins à votre plan d'action et donc aux différentes dépenses que vous allez engager et qui pourraient être accompagnées dans ce dispositif. Voilà. Après, le plafond de dépenses éligibles est de 1 million d'euros. Donc, il y a un petit point d'attention sur des taux d'aide qui peuvent être différents, mais ce n'est pas le cas pour le vin. Pour les spiritueux ou pour les produits à base de vin, on sera forcément sur un taux de 20 à 40%. Diapo suivante. Francis, je me permets, on a une question. Une personne demande, est-ce que c'est rétroactif? Non, donc à la différence d'autres dispositifs, sur le FEADER, ça ne peut pas être rétroactif, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on ait voté que la région ait voté le dispositif pour qu'il existe et donc qu'on puisse prendre en compte des dépenses. Donc en fait, le dispositif a été voté le 9 juin et donc les dossiers peuvent être depuis le 14 ou 15 juin déposés en ligne et c'est à partir du moment où l'entreprise a déposé un dossier qu'elle va pouvoir engager des dépenses. D'accord, très bien. Et ensuite, on a des demandes sur le cumul, mais je pense que tu vas y venir plus tard de toute manière. Hein. Oui, j'en parle juste après. Voilà. Merci. Ouais. Diapo suivante. Alors, attendez, je vais juste faire une petite intervention, parce qu'il y a quelqu'un qui est au téléphone et ça gêne. Je vais juste couper les micros de tout le monde. Et Francis, il faudra que parce que j'ai ce pouvoir, et Francis, il faudra que tu réactives ton micro. Francis, tu peux réactiver ton micro, et comme ça sera plus confortable. Et je reviens à la présentation. Désolé. Merci. Donc, je vous en ai parlé brièvement tout à l'heure. Nous sommes sur un appel à projet. Vous verrez tout à l'heure les périodes, mais des appels à projet, donc ça veut dire une période de dépôt de dossier. Les dossiers ne peuvent être instruits que lorsque la période est terminée. Et après, il y a une grille de sélection qui va permettre de noter les dossiers et de pouvoir les différencier si besoin, avec une note minimale, en deçà de laquelle le dossier n'est pas retenu quoi qu'il arrive, et des notes après qui vont s'échelonner et qui vont permettre d'accompagner les projets à concurrence de l'enveloppe qui est dédiée. J'y reviendrai après. Mais donc, cette grille de sélection, en fait, elle est à disposition de l'entreprise qui dépose son dossier et qui doit elle-même, d'ailleurs, un peu se prénoter ou s'évaluer, et ce qui va lui permettre d'argumenter, le cas échéant, un certain point. Elle est fortement axée sur l'ancrage territorial du projet. C'est une forte priorité qu'ont donné les élus, c'est-à-dire une grande priorité en fait à la production amont en région. Et on va apprécier donc l'impact économique du projet, environnemental, social, sociétal, ou l'impact qu'il peut avoir sur la filière elle-même concernée. Diapo suivante. Voilà, donc les périodes de dépôt, je viens d'en parler. Il y a un appel à projet annuel qui comporte plusieurs périodes de dépôt. Pour 2023, il y en a 3. La première a débuté le 14 juin pour s'achever le 31 août. Et après, elles seront très rapprochées. En fait, l'idée, c'est de pouvoir instruire plus rapidement les dossiers pour pouvoir donner des réponses aux entreprises beaucoup plus rapidement et ne pas se retrouver avec des stocks de dossiers. Donc, je vais vous parler d'enveloppe. Si jamais un dossier, par sa notation, si jamais l'enveloppe dédiée à une période est consommée et qu'un dossier, par sa notation, n'arrive pas en fait, à émarger à cette enveloppe, il est automatiquement reporté à la période suivante, mais il garde sa note et il garde aussi sa date d'éligibilité des dépenses. Si jamais l'entreprise souhaite améliorer son projet pour améliorer sa note, dans ce cas-là, c'est comme s'il déposait un nouveau dossier et il y aura une nouvelle date d'éligibilité des dépenses. Ça, c'est très important puisque c'est une question vraiment qui préoccupe les entreprises. Diapo suivante.
En ce qui concerne les modalités de dépôt, donc voilà, à partir de maintenant, tous nos dispositifs sont en dématérialisé. Donc, il faut se rendre sur un site qui s'appelle l'Europe s'engage en Occitanie et qui comporte un onglet Europac. Et là, l'entreprise peut télécharger l'ensemble des documents, l'appel à projet, les annexes, les notices. Et il y a aussi des tutoriels qui vont permettre de répondre aux principales questions. L'entreprise peut aussi s'adresser directement au service à travers des adresses mail génériques par filière. Et donc, je vous ai mis en exergue l'adresse qui vous concerne. Donc, agrovitio, léiculture, vins spiritueux, @laregion.fr. Donc là, j'en ai fini sur le volet entreprise. Pour ce volet entreprise, si on résume, Francis, si on résume pour ce volet entreprise, il y a déjà beaucoup d'informations. La première, c'est qu'il n'y a plus de dispositif spécifique pour l'international. Il y a un dispositif unique de la région qui couvre l'ensemble des dépenses qu'une entreprise vente de transformation peut demander. Donc, on a vu les dépenses éligibles, elles sont à 360. C'est soumis à la dépôt d'un dossier et d'un plan stratégique entreprise, d'accord, via un appel à projet avec une sélection des dossiers qui sera analysée sur la base justement de ce PSE, de la territorialité et de la politique RSE de l'entreprise. Un taux de bonification de 20 qui peut monter à 40% suivant SICO et politique RSE, un plachet de 60 à 1 million de dépenses éligibles. Si je résume, c'est ça, avec la grande nouveauté, je répète, plus de dispositifs spécifiques export, mais un dispositif unique qui couvre l'ensemble des dépenses d'une entreprise dans le cadre de son développement classique, avec de l'immatériel, du matériel. Oui. En fait, c'est vrai qu'il y avait des dispositifs export spécifiques pour toutes les filières, mais en Vitis, puisque la spécificité du secteur vin, c'est d'être rattaché à la direction de l'agriculture. Et donc, on était aussi dans des dispositifs comme ça, mais pour plus de lisibilité, de toute manière, après, et ça sera la dernière slide, j'identifie vraiment les dépenses à l'export qui vont permettre aux entreprises de s'y retrouver. Ce que je trouve intéressant dans cette présentation aussi, c'est de montrer aux entreprises qu'il peut y avoir des dossiers export purs, mais des dossiers aussi mixtes, et dans certains cas, des dossiers qui portent sur un volet agritouristique, un volet matériel pour ceux pour lesquels c'est éligible, etc. Mais après, je vais vraiment focaliser sur l'export. Très bien. Je ne sais pas, Stéphanie et Morgane, si on peut prendre quelques questions. Je suis aveugle complètement, je vous laisse la main. Oui, alors on a une première question en lien avec la rétroactivité. Le dépôt du dossier ne sera pas complet. Alors, j'interprète peut-être la question. J'imagine pour toute dépense engagée avant la date du 9 juin, j'imagine que c'est ça qui a été demandé. Ou s'agit-il d'une nouvelle demande? Peut-être je demande à la personne de préciser sa question. Oui, je suis désolé parce qu'en fait, je suis dans un bureau et donc il y a un téléphone qui sonne, donc je n'ai pas entendu le début. Alors, c'est une question en lien avec la rétroactivité. Oui. Je pense que la personne a voulu dire en fait ou confirmer que toute dépense qui serait engagée avant la date du 9 juin ne serait pas prise en compte. C'est bien ça? Oui. Oui, déjà, c'est une règle de base de tous les dispositifs d'aide, c'est-à-dire ne jamais avoir engagé une dépense avant d'avoir déposé un dossier. Même si après la région, sur ces dispositifs, parce que c'est peut-être, à un moment donné, la région, sur le dispositif contrat entreprise d'avenir, elle a, parallèlement au vote, si vous voulez, octroyé la possibilité d'une rétroactivité, mais ça n'est pas possible sur le FEADER. Le FEADER, si vous voulez, tant qu'il n'était pas voté, il n'existait pas. Donc, la rétroactivité n'était pas possible. D'accord, c'est très clair. Merci, Francis. Et on a une seconde question. Donc, la note nous est-elle communiquée rapidement après le dépôt du dossier afin de savoir si on doit réajuster ou l'améliorer? En fait, on va essayer d'instruire effectivement, il y a deux choses. Si vous voulez, le fait d'avoir déposé un dossier, c'est quand même pas un couperet ou si ça n'est, en gros, l'entreprise répond mal ou pas de manière insuffisamment explicite,
on va dire, tant pis pour elle. Donc, l'instructeur va revenir vers l'entreprise pour dire, précisez-moi un certain nombre de choses. Ensuite, vous dire si c'est rapidement après le dépôt du dossier, à un moment donné, c'est en fonction aussi de la charge de travail, mais on va essayer pendant la période de dépôt des dossiers, effectivement, d'avancer l'instruction justement pour pouvoir pallier ce problème-là. Sinon, de toute manière, pour pouvoir après programmer, il faudra qu'on ait instruit tous les dossiers et que l'appel à projet soit terminé, enfin que la période soit terminée. Mais donc voilà, pour rassurer les entreprises, on reviendra vers les entreprises pour poser en tant que de besoin toutes les questions. Dans la présentation du projet stratégique sous forme de questions, on fait un lien entre les questions qui sont liées à la grille de sélection. Donc, pour que l'entreprise ait ce point d'attention et qu'elle veille à y répondre de la manière la plus étayée possible. Voilà. D'accord. On a une autre question. Un dossier qui comprendrait plusieurs volets, donc projet mixte, sera-t-il privilégié par rapport à un dossier qui ne comprendrait que des dépenses export? Non. D'accord, très bien. Non, non. Alors, effectivement, pardon, Morgane. Vas-y. Oui, Francis, on a toujours des questions sur vraiment la date de dépôt, la rétroactivité des dépenses et tout ça. Est-ce que tu peux préciser si on peut avoir fait des devis qui dateraient donc d'avant l'ouverture et à partir de quel moment vraiment les dépenses peuvent-elles commencer? Alors, une dépense engagée au sens de la réglementation, que ce soit européenne, et après qui ruisselle sur la réglementation de l'État, c'est un devis signé et considéré comme un engagement de l'entreprise. Donc, l'entreprise, elle peut faire des devis, mais surtout, il ne faut pas qu'elle les signe et qu'elle s'engage avant d'avoir déposé le dossier. Ensuite, dès que l'entreprise a déposé un dossier, elle va recevoir un récépissé, même si le dossier est incomplet administrativement. Et dans ce cas-là, elle peut engager les dépenses. Très bien, merci. Et ensuite, sur l'agritourisme, est-ce que les dépenses pour structurer un local de vente ou un accueil séminaire, œnotourisme, seraient-elles éligibles? Je pense qu'on est surtout sur l'œnotourisme. Il peut y avoir l'aménagement de salles, donc il faut que ce soit clairement distinct d'un point de vente, puisque c'est éligible au FEAGA. Après, on va être beaucoup sur de l'accompagnement de mise en tourisme, que ce soit du tourisme industriel ou du tourisme sentier d'interprétation, etc. Plus que quand même sur du bâtiment. En tout cas, des salles d'événementiel type mariage ou autre, ça ne sera pas éligible. Par contre, des salles de réception, d'acheteurs, etc., ça peut être éligible. Et l'hébergement n'est jamais éligible. D'accord, très bien. Et une dernière fois, on revient aux histoires de dates. Qu'en est-il pour des entreprises qui auraient fait des lettres d'intention en amont de la date du vote, donc du 9 juin? Mais on ne pourra pas les prendre en considération puisqu'on ne peut pas prendre d'antériorité de rétroactivité. D'accord, très bien. On a essayé, dès qu'on avait une entreprise au téléphone, d'expliquer ça, justement, qu'on ne pourrait pas le prendre en compte. Mais c'est vrai que les entreprises sont habituées à pouvoir faire des lettres d'incitativité. Très bien. Je vois que l'heure tourne. Je propose d'avancer sur le second dispositif, Francis, que vous déployez, que vous proposez cette fois-ci aux structures de production. Oui, je te laisse, je passe, voilà. Oui. Donc, en fait, c'est le dispositif qui concerne les exploitations. Il s'appelle le dispositif unique. C'est un terme que vous allez entendre beaucoup. Si vous voulez, dispositif unique, pourquoi? Parce qu'en fait, il regroupe, par rapport à ce qui existait auparavant, pour les exploitations, il y a beaucoup de mesures qui concernent les exploitations et les filières différentes, et que ce soit sur la transfo ou que ce soit sur des investissements sur l'amont, élevage, etc. Et donc, l'idée a été, en plus, on était issu de la fusion de 2 régions, et il y a eu pendant plusieurs années, donc de 2016 à maintenant,
en parallèle des dispositifs qui ont continué leur vie. Là, maintenant, il n'y a plus qu'un dispositif qui regroupe les différentes filières et différents types de dépenses. Ça se rapproche un peu plus de ce que je viens de vous présenter. Diapo suivante. Donc là, on s'adresse à des exploitations et donc, en fait, les bénéficiaires, je vais aller très vite, mais ce sont soit des agriculteurs à titre principal ou secondaire, donc ce soit en personne physique, un nom propre, ou alors sous forme sociétaire. Dans certains cas, les coopératives peuvent être éligibles, mais uniquement sur l'activité de production primaire, puisque, en fait, sur les activités d'aval, elles sont éligibles au dispositif que je viens de vous présenter. Voilà. Diapo suivante. Voilà, le dispositif unique, en fait, pardon, donc se veut avoir une approche systémique. Donc, il permet d'accompagner des équipements, notamment des agroéquipements en viticulture, tout ce qui est respectueux de l'environnement de type Intercept ou autre. Des outils de digitalisation, puisqu'il y a aussi une volonté d'amener les entreprises vers la digitalisation. Et donc, des aides relatives à la commercialisation, dont l'export. Diapo suivante. Au niveau des taux d'aide, là, donc je l'ai mis en exergue parce que c'est ce qui intéresse les entreprises présentes. Le taux d'aide est de 25% au niveau du taux de base, avec une bonification de 10% pour les JA ou les nouveaux installés. Les nouveaux installés, donc c'est sans DJA, mais depuis moins de 5 ans et avec un certain niveau de formation. 10% de plus pour une entreprise qui va valoriser des produits bio ou SICO, et 10% de plus pour une exploitation située en zone de montagne. Après, il y a des taux spécifiques et plus importants pour les agroéquipements, parce qu'il y a un cofinancement aussi des agences de l'eau sur ce type d'investissement. Les CUMA, bon, j'en parle en deuxième rang, mais les CUMA sont éligibles avec un taux unique de 40%. Diapo suivante. Donc, tout à l'heure, je n'ai pas parlé en fait de la récurrence sur les entreprises, mais sur le dossier que je vous ai présenté, en termes de récurrence, c'est un dossier éligible tous les 3 ans, avec la nécessité d'avoir soldé, le cas échéant, le dossier précédent. Sur le dispositif unique, donc c'est soit un dossier sur la période si l'entreprise n'a pas fait de contrat d'agriculture durable, je vais vous en parler juste après, et si elle a fait un contrat d'agriculture durable, elle pourra, au cours du programme 2023-2027, présenter 3 dossiers au choix, soit le FEADER, soit au niveau du PASS, puisque c'est le seul dispositif, enfin le seul secteur qui est conservé les PASS pour de petits investissements, mais très limités. Le plancher de dépenses éligibles est de 20 000 €. Donc ça, c'est donc plus faible que pour celui des entreprises. Et donc le plafond par dossier est de 300 000 € pour une entreprise individuelle, on va dire, une exploitation individuelle, et il est porté à 500 000 € sur la période si l'entreprise a fait un contrat d'agriculture durable. Diapo suivante. Voilà, le contrat d'agriculture durable, qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, c'est un des enjeux pour la région aussi, et pour les filières, c'est d'accompagner et d'accélérer la transition agroécologique que n'ont pas manqué de commencer l'ensemble des exploitations et des entreprises d'Occitanie, et donc de proposer à un exploitant, en fait, de faire un diagnostic et un état des lieux qui va lui permettre de définir une trajectoire de transition agroécologique avec un plan d'action sur 5 ans. Donc, en fait, c'est permettre à l'exploitant de réfléchir, de se positionner et d'avoir des perspectives de développement en matière agroécologique. Donc, ça n'est pas sanctionné par l'atteinte de résultats forcément, mais par contre, ça ouvre, comme je viens de vous le dire, la possibilité de déposer plus de dossiers que ce que pourra faire une exploitation sans ce contrat d'agriculture durable. Donc, c'est gratuit, puisqu'en fait, c'est une aide qui est prise en charge directement par la région auprès d'intervenants qui sont sélectionnés.
Donc, il y a une liste d'intervenants sélectionnés que peut choisir l'exploitation. Et ça reste, donc je viens de le dire, une démarche volontaire. Diapo suivante. Au niveau des dépenses éligibles, et donc là j'ai fait un focus plutôt sur l'immatériel. Donc sont éligibles les logiciels de gestion et de commercialisation, la création d'un site internet marchand avec réservation en ligne, tout ce qui est conseil stratégique et marketing, y compris à l'export pour la filière Viti. Et donc là, bon, il faut que l'entreprise soit primo-exportatrice ou alors qu'elle mette sur un marché sur lequel elle est déjà présente un nouveau produit. Donc là, la notion de primo-exportateur, elle n'est pas encore vraiment arrêtée. Mais par exemple, une entreprise qui aurait déjà été sur le marché allemand, mais ponctuellement et qui veut y revenir, sera vraisemblablement considérée comme primo-exportatrice. Là, il y a encore des calages que l'on doit faire en interne puisque le dispositif est tout nouveau. Donc, sont éligibles aussi en termes de dépenses pour la viticulture le recrutement d'un VIE. Donc ça, c'est vraiment via Business France. La région prend en compte le devis que présente Business France et donc avec la durée qui est prévue dans ce contrat par Business France avec l'exploitant bénéficiaire. Le dépôt de marque est éligible, y compris à l'export, et les frais de prospection. Donc, les frais de prospection sur les exploitations, ça va être un peu plus limité que pour les entreprises. Mais en fait, pour une personne de l'exploitation, de l'entreprise, on prend en charge les frais d'avion et d'hôtel pour une mission qui est plafonnée à 10 jours maximum par dossier, ainsi que les frais d'adaptation de la communication, c'est-à-dire tout ce qui va être conception de la communication, que ce soit graphique, corporate ou sur la gamme d'un produit qui va être qui vont être commercialisés à l'export. Diapo suivante. Donc en termes de dépôt de dossier, donc là aussi le dispositif sous forme d'appel à projet est ouvert depuis le 14 juin. Il se clôture le 30 novembre avec une programmation prévue en juin 2024. Là aussi, il y a une grille de sélection et une adresse mail que peuvent utiliser les entreprises qui sollicitent un dossier pour demande de renseignement ou autre. Et là aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un dossier dématérialisé, mais il y a des tutoriels qui permettent d'expliquer un certain nombre de choses. Un élément important sur les exploitations, c'est que la plupart des mesures auparavant, enfin beaucoup de mesures, étaient en fait déconcentrées en DDTM, tout ce qui était les 411 et les 413. Et donc, la région autorité de gestion a intégré, pour cette période 2023-2027 et même à l'avenir, 60 agents de l'État qui sont maintenant répartis toujours en départements, mais au niveau des régions, des maisons de la région. Donc, en fait, il y aura toujours un interlocuteur dédié par département pour ce dispositif. Pour le dispositif entreprise, on est directement rattaché à la région et donc directement à mon service, en l'occurrence. Voilà. Dernière diapo. Là, en fait, c'est une diapo qui récapitule les dépenses éligibles à l'export. Donc, en fait, vous avez du noir et du bleu. En fait, toutes les dépenses, qu'elles soient en noir ou en bleu, sont éligibles dans le cadre du dispositif entreprise. Les dépenses qui sont en police bleue ne sont pas éligibles sur le dispositif exploitation. Donc, je récapitule très brièvement, mais donc, les recrutements de commerciaux export et assistants export sont éligibles sur le dispositif entreprise. L'emploi de VIE sur les deux dispositifs. La participation à des événements à l'international, aurait dû être en bleu, en fait, sont éligibles aux deux dispositifs, mais l'inscription au salon, la location de l'espace, etc., ne sont pas éligibles au dispositif exploitation, mais sont éligibles au dispositif entreprise. On fera la petite correction. Oui. La conception d'un stand, donc ça c'est du matériel, c'est le seul élément matériel éligible, est éligible dans le cadre du dispositif entreprise.
Et donc, les frais de mission de prospection, qu'ils soient individuels ou dans un cadre collectif, sont éligibles en fait aux deux dispositifs. C'est-à-dire que une exploitation qui va partir, par exemple, à Provine, sur le dispositif exploitation, ne pourra pas être, on va dire, indemnisée sur la location d'un espace, mais pourra être accompagnée sur son déplacement et son hébergement. Pour les entreprises, elle pourra être aussi accompagnée sur la location de son espace. Un petit point de détail aussi sur le dispositif entreprise. En ce qui concerne l'hébergement, une nouveauté, seront pris en compte les hébergements et les frais de bouche. Et là, on se base sur un barème de l'État par pays. Donc, on n'aura pas besoin de facture ni de devis. C'est-à-dire que sur le pays concerné, on appliquera le barème journalier qui comprend donc hébergement et frais de bouche. J'appuie sur les frais de bouche parce qu'on ne les prenait pas en compte auparavant. Et là, on les prend en compte pour pallier, entre guillemets, une dépense qu'on ne prendra plus en compte, qui est l'envoi d'échantillons, qui était très, très, très complexe en fait, à identifier. Et donc, voilà, ça sera aussi plus simple pour nous et pour les entreprises. Et en fait, ça prendra en compte plus de choses en prenant les frais de bouche. Donc, les frais de conseil sont éligibles, et en l'occurrence qu'il s'agisse de diagnostic export, d'études de marché, de conseil juridique pour savoir comment aborder réglementairement un marché. Le soutien à la prospection export, là, donc c'est éligible seulement pour les entreprises, c'est-à-dire qu'une entreprise fait appel à un conseil externe pour aller faire la prospection qu'elle ne va pas faire elle-même. Les démarches de certification, IFS par exemple ou BRC, la création de marques et la création et la conception marketing. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, tout ce qui est création graphique, sachant qu'on ne prend pas en compte tout ce qui est duplication, ni tout ce qui est publicité, insertion publicitaire ou action commerciale, animation commerciale. Donc, acquisition d'un logiciel de traçabilité, dépôt de marque à l'international ou non, et la création ou la refonte d'un site Internet. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Je peux répondre à toutes vos questions. Alors, on en a encore beaucoup. On va essayer de répondre peut-être à quelques-unes parce que, Philippe, je crois qu'on est déjà un peu avancé. Voilà, exactement. On ne va pas spoiler les autres présentations. Donc, on en prend 4 ou 5 là, dans les 5 prochaines minutes. Et naturellement, on pourra revenir à la fin s'il y a besoin. Oui, très bien. Alors, Francis, est-ce que tu pourrais expliciter un petit peu les possibilités de cumul entre le FEADER PSN et l'aide pays tiers France Agrimaire? Oui. En fait, il n'y a pas de cumul possible sur une même dépense. C'est-à-dire que, donc là, il y aura la mise en place de ce qu'on appelle un contrôle croisé pour justement vérifier ça, mais en fait, il y aura une ligne de partage très claire. Et si une entreprise dépose un dossier à la région sur un certain nombre de types de dépenses et de pays, il ne faudra pas qu'elle le dépose à France Agrimaire et inversement. Et donc, nous serons tenus de vérifier au niveau du FEADER, et je laisserai mes collègues de France Agrimaire s'exprimer, nous serons tenus de vérifier ça. Voilà, donc ça c'est un point important que Frédéric et Félix reprendront plus tard, mais effectivement on sépare les deux. Allez, on prend 2-3 autres questions. Est-ce que le salon Wine Paris est éligible? Alors c'est en réflexion, mais pour l'instant ne sont éligibles que les salons à l'international, donc le salon Millésime Bio, pardon. Wine Paris ou même Vinomed, là pour l'instant ne sont pas éligibles, mais c'est en réflexion. D'accord. Est-ce qu'on peut cumuler 2 dossiers FEADER exploitation et entreprise si on a les 2 statuts? Oui, puisqu'en fait ce sont des structures différentes. Et si on veut prétendre à un VIE, est-ce qu'on peut le déposer par l'une ou par l'autre des 2 structures? En fait, je veux dire, moi, c'est vraiment la structure qui a en charge la commercialisation des produits, qui doit apporter les dépenses logiquement. Donc ça peut être, s'il y a une structure dédiée d'aval, il vaut mieux que ce soit elle, mais sinon, c'est éligible à une exploitation ou à une entreprise. Très bien.
Et une dernière, est-ce que les frais de prospection d'un commercial externe pourraient être pris en charge? Oui, dans une certaine mesure, c'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure sur le soutien à la prospection. Une entreprise va faire appel à un commercial déjà sur place qui va lui facturer sa prestation, donc on va prendre ça en compte, sachant que ça sera quand même équivalent à ce qu'on prendrait en compte pour l'entreprise elle-même si elle se déplace elle-même. Et un élément que j'ai oublié de signaler, c'est qu'à l'inverse, on peut financer aussi l'accueil d'un importateur par l'entreprise sur le domaine ou sur l'entreprise à partir du moment où il s'agit d'un professionnel. Et donc, il y a quelque chose de très important, pardon, ça me vient à l'esprit, mais il va falloir qu'on puisse vérifier la réalité de la mission et le caractère professionnel de la mission. Donc, il faudra que tout ça soit vraiment bien explicité au moment du dépôt du dossier. Et il faudra que l'entreprise pense, et on va créer ce document, en fait, qu'on ait une sorte d'attestation qu'on est en train de rédiger, qui permette pour la région et le FEADER d'avoir la certitude de la réalisation de l'opération, donc quelque chose qui soit signé, et du caractère professionnel du prospect. Voilà. D'accord. Je pense qu'on est trop avancé dans le timing. Oui, on va peut-être passer, on va avancer sur la présentation, et si pour ceux qui veulent rester à la fin de la présentation des deux slots, on reprendra des questions s'il y a des besoins naturellement. Je laisse la parole à Thibaut Meunier de BPI France. Thibaut. Bonjour, merci Philippe. Bonjour à tous. Bonjour à tous, merci de l'invitation. Donc moi je suis Thibaut Meunier chez BPI France, Banque publique d'investissement, et chez BPI France sur les territoires de l'Aix-Languedoc-Roussillon, donc Occitanie-Est. Je suis en charge des dispositifs d'accompagnement à l'export que l'État a confiés à BPI France. Dans le fil de discussion, je viens de mettre directement les liens Internet vers les deux pages qui concernent l'assurance prospection et son petit frère, l'assurance prospection accompagnement. Donc, ce n'est pas la peine de prendre des notes. Je n'entrerai pas en détail. Tout ce que je vais vous dire là, vous le retrouvez dans les deux liens que je viens de mettre dans le fil de discussion. L'idée générale aujourd'hui, pour moi, c'est en quelques mots, vous passer quelques messages sur ce dispositif qui est complémentaire. Et j'y reviendrai avec d'autres dispositifs qui vous sont présentés ce matin. En substance, l'assurance prospection, c'est son nom, c'est une avance remboursable. Alors pour les néophytes, une avance remboursable, ce n'est pas un prêt et ce n'est pas une subvention. C'est un mix entre les deux. Je prends un exemple. Au moment où je vous prête 100, vous et moi, vous ne savez pas, et moi non plus, si vous me rembourserez 100 ou si vous me rembourserez moins. Vous avez le droit de rembourser moins. Le remboursement est corrélé à l'atteinte d'un objectif qui est ni plus ni moins que du chiffre d'affaires. L'assurance prospection, c'est quoi? Je vais prendre un exemple. L'entreprise, le domaine, va bâtir sur 3 ans. Alors, tout ce que je vous dis là, c'est simplifié. Donc, même à la limite, on peut passer rapidement sur les slides parce qu'ils ne sont pas forcément toujours très clairs. Et peut-être juste le second slide où il y a quelques exemples de dépenses. Voilà, génial. Merci beaucoup, Philippe. Je reviens à mon propos. L'assurance prospection va venir accompagner le domaine financièrement dans sa démarche export. Donc, je vais prendre un exemple tout simple. Imaginons que vous souhaitiez vous développer sur le Royaume-Uni, par exemple. Et vous allez bâtir un programme de dépenses sur 3 ans. Alors, pour ça, on a un tableau Excel qui vous guide avec les grandes familles de dépenses, hein, les voyages déplacements, les salons, l'échantillonnage, la rémunération d'un VIE ou d'une personne que vous allez embaucher que vous avez embauché depuis moins de 6 mois. Je fais très simple, hein, parce que sur les dépenses éligibles, il y en a 8 pages et vous les retrouverez sur le lien. Donc, vous bâtissez votre programme de dépenses sur le Royaume-Uni, dépenses commerciales sur 3 ans, et imaginons que ça fasse 100 000. Base 100 pour l'exemple. En fait, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va en financer les 2 tiers. Pour être précis, c'est 65%. Donc, vous, ça va vous coûter, dans votre esprit, 3 ans de dépenses, 100 000 € de dépenses sur 3 ans. Sur ces 100 000-là, nous, on en finance 65 000. D'accord? Ces 65 000-là, vous allez les toucher en 2 fois. La moitié à l'accord, après signature, bien entendu, et l'autre moitié, au bout de 3 ans, au plus tard au bout de 3 ans, ou avant, en tout cas à tout moment où vous serez en mesure de justifier d'avoir effectivement engagé 100 000 € de dépenses. Alors un point qui est hyper important,
c'est que le contrat moral, il est de respecter le montant, donc dans mon exemple 100 000, et le pays, sachant que vous pouvez mettre plusieurs pays dans une demande. En revanche, si les dépenses ne sont pas celles qui étaient prévues, mais qu'elles sont éligibles, c'est-à-dire pour être concret, qu'elles sont bien dans mes 8 pages de dépenses éligibles, ça nous va très bien. Vous avez une totale liberté d'utiliser ce budget et de changer les postes des dépenses en fonction de la vraie vie et également en fonction des années. Vous prévoyez, alors nous, c'est très simple, hein, c'est année 1, 2, 3, c'est divisé par 3, mais dans la vraie vie, peu importe, vous engagez les dépenses comme bon vous semble. Vous devez en revanche, évidemment, effectuer la première dépense dans les 6 mois qui suivent l'accord. Donc, vous touchez cette seconde moitié, on va dire simple, au bout de 3 ans, lorsque vous êtes en capacité de justifier d'avoir bien engagé 100 000 € de dépenses. 3 ans, c'est le maximum. Hein. Ça peut être avant, le plus tôt, c'est 1 an, le maximum, c'est 3 ans. Ça, concrètement, ça veut dire que si on n'a pas de son, pas d'image, nous, on vous contacte un petit peu avant les 3 ans et on vous dit, voilà, attention, on avait un programme en cours sur le Royaume-Uni, 100 000 € de dépenses, il va falloir nous les justifier. On contrôle que les dépenses sont bien éligibles. Donc, je reviens à ce que je disais, qu'elles font bien partie des 8 pages de dépenses éligibles. Et à ce moment-là, on verse la seconde moitié. Ça, c'est pour la partie qu'est-ce que je touche et quand est-ce que je le touche. Maintenant, le sujet de qu'est-ce que je rembourse et quand je le rembourse. Pour faire très simple, mon avance remboursable, l'assurance prospection, finalement, c'est un financement qui est sur 9 ans avec 50 différés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que le remboursement, il va débuter à partir de la 6e année. En clair, pendant les 5 ans, vous ne remboursez rien. Au début de la 6e année, on va vous demander, via votre expert comptable, de nous déclarer le chiffre d'affaires qui a été fait, dans mon exemple sur le Royaume-Uni, depuis 5 ans, depuis qu'on a mis en place le programme. On fait une simple addition, et ce montant, on va le comparer à un critère de succès qui est le même pour tout le monde, qui est 10 fois le montant du contrat d'assurance prospection. Donc, je reviens à mon exemple, le budget il était de 100 000, le contrat il est de 65, x 10, 650, c'est très simple. Vous avez fait plus de 650, vous allez rembourser les 65, donc le montant du contrat. Vous avez fait moins, on fait une règle de 3. C'est-à-dire que vous avez fait 70, 80, 50% de l'objectif, et vous remboursez 70, 80 ou 50% du contrat. Le minimum, et je ne vous le souhaite pas, c'est qu'en cas d'échec, vous devez rembourser 30%. Voilà. Donc, ça veut dire qu'au-dessus de 100%, c'est 100%. Entre 100% et 30% de l'objectif, c'est au prorata. Et en dessous de 30%, c'est 30%. Et ce montant, vous allez tout simplement le rembourser sur les 4 années de remboursement au trimestre. Voilà. Donc, l'assurance prospection, le mécanisme, c'est celui-ci. C'est donc une avance remboursable, ça veut dire que c'est un financement qui est à taux zéro, il n'y a pas de frais dossier, pas d'assurance et évidemment pas de garantie. La seule contribution qui est la vôtre, c'est la prime d'assurance. Donc, cette fameuse prime d'assurance, c'est 3% du budget retenu. Donc, dans mon exemple, 3% de 100. C'est pour ça que je prends 100. Donc, ça fait 3 000. Et en fait, ces 3 000, ces 3%, vous n'allez pas les payer. Ils vont être simplement déduits du premier versement. Ce qui veut dire que dans la vraie vie, votre budget sur le Royaume-Uni, par exemple, il est de 100 000. Votre contrat, il est de 65 000. Comptablement, vous allez toucher 62 en fait. Voilà, vous allez toucher moins que le contrat. Alors, vous n'avez pas de virement à faire, simplement on les retient, on ne les verse pas, ces fameux 3%. Et puis, comme je vous l'ai dit, au moment on va faire les comptes au début de la 6e année, on va vous demander de déclarer le chiffre d'affaires. Et à ce moment-là, typiquement, si vous avez fait 100 ou plus de l'objectif, 100% ou plus de l'objectif, vous serez amené à contribuer à ce dispositif en vous acquittant des 3% au prorata, au fur et à mesure des remboursements. Ce qui veut dire, je reviens à mon exemple, 100 000 € de dépenses, l'aide, elle est de 65 000. Dans la vraie vie, vous allez toucher 62. Et finalement, si vous réussissez l'opération, et c'est bien tout le but et tout le mal qu'on vous souhaite, heureusement, finalement, on va vous demander de rembourser 65 sur 62 au fur et à mesure. Donc, cette prime d'assurance, elle sera lissée sur les 4 ans. Évidemment, si vous avez fait 50% d'objectif, vous remboursez 50% de 65, point final. Donc, l'assurance prospection, ce n'est pas plus compliqué que ça. Comme je vous le disais, ça va venir aider l'entreprise à se développer à l'export. C'est, comme on le disait, un point important, c'est complètement cumulable avec les dispositifs régionaux. La seule chose, et c'est un point qui est hyper important, vous n'avez pas le droit, c'est interdit, de vous faire financer 2 fois une même dépense. Ce qui veut tout simplement dire que, imaginons que dans mon exemple, vous ayez également sollicité la région pour vous accompagner sur le Royaume-Uni, vous avez totalement le droit. La seule chose, c'est qu'il faudra bien faire attention simplement à faire 2 paquets de dépenses, un poste du budget qui sera proposé à BPI-France et un autre à la région. Vous n'avez pas le droit de mixer les deux, mais évidemment, en remplissant cette condition qui est une obligation légale, vous pouvez tout à fait cumuler les deux. Également, pour les plus avertis,
un point qui est important, cette assurance prospection n'est pas soumise au minimise. Donc, ça ne vient pas faire tourner de compteur d'équivalent subvention. Donc, l'assurance prospection, ce n'est pas plus compliqué que ça. Son petit frère existe, l'assurance prospection accompagnement. C'est le même principe. Simplement, on est sur des budgets qui vont être au maximum de 40 000 euros. Voilà. Donc, au-delà de 40 000 euros, c'est forcément une assurance prospection. Ça ne change pas grand-chose pour vous. La seule chose, c'est que l'assurance prospection accompagnement, la prime d'assurance, donc le petit dispositif, l'assurance prospection accompagnement, la prime d'assurance, elle n'est pas de 3, elle est de 5%. Et vous devez justifier l'accompagnement d'un professionnel de l'export. C'est-à-dire, vous devez justifier qu'il y a bien, par exemple, Business France, un OSCI, Pramex, Atios, qui vous voulez, mais un professionnel d'export qui vous accompagne dans le projet. Ce qui n'est pas une obligation, en revanche, faite à l'assurance prospection classique. Voilà. Donc, je vous ai fait ça de façon très rapide, parce que l'idée, c'était de vous délivrer quelques messages. Toutes les infos, et bien plus encore, sont sur les liens que j'ai mis. Les demandes se font également sur les 2 pages que je vous ai proposées. Maintenant, un dernier point important, c'est le montant maximum. Le montant maximum d'une assurance prospection, il ne peut pas être supérieur au montant des fonds propres de la structure. Les fonds propres, ce n'est pas compliqué, c'est les capitaux propres, en haut à droite du bilan, au passif, les capitaux propres, plus les comptes courants d'associés. Ça s'appelle les fonds propres. Mon assurance prospection ne peut pas être supérieure à ce montant-là. Voilà. Est-ce que vous... Ah oui, et en termes d'éligibilité, évidemment, je passe les critères de Made in France parce que sur la viticulture, il n'y a évidemment pas de sujet. Le seul critère qui est commun à tout le monde, c'est le statut d'entreprise en difficulté. C'est très simple. Une entreprise en difficulté, la définition est la suivante. Capitaux propres, il doit être supérieur ou égaux à la moitié du capital social plus prime. Mais si vous avez un doute, vous demandez à votre expert comptable, il saura parfaitement vous répondre. J'en ai terminé, j'essaie de faire très bref. Est-ce que vous avez des questions? Alors oui, Thibaut, Merci il y a Thibaut. quelques questions. Est-ce que donc l'assurance prospection est cumulable avec une aide OCM ou FEADER? Alors, je laisserai les professionnels répondre à cette question parce que je crois qu'il y a quelques petites subtilités. En revanche, au niveau des dispositifs régionaux, il n'y a pas de sujet. D'accord, très bien. Et une autre question, donc en cas d'échec commercial, est-ce que tu pourrais nous rappeler la règle des 30%? Ok, bien sûr. Alors, on est dans le cas malheureux d'un échec commercial. Vous deviez, donc je reprends mon fameux exemple du Royaume-Uni, c'est plus simple. Votre budget était de 100 000, votre contrat était de 65, x 10, ça fait 650. Vous avez fait moins de 30% de l'objectif. On va vous demander de rembourser 30% des 65, 30% du contrat. Ce qui veut dire comptablement que les 70 que vous n'aurez pas remboursés, votre expert comptable, il va les considérer en subvention. C'est pour ça que, comme je dis souvent, une avance remboursable, c'est un mix entre un prêt et une subvention. Ça veut dire qu'en cas d'échec, vous êtes sûr de devoir rembourser 30%. Mais enfin, c'est malheureux, hein, parce que, comme je vous l'ai dit, nous, on vient financer les 2 tiers. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même un tiers qui est supporté par le domaine. Donc, un échec, c'est du temps et de l'argent qui a été perdu pour vous, mais ça peut arriver, et c'est pour ça qu'on en prend une partie en risque via la possibilité de ne pas rembourser 70%. Est-ce que c'est clair ma réponse ou pas trop? C'est très clair Thibaut. Bon, bah top. Après, les autres questions, c'était quoi? C'était celle-là. Bon, bah génial. Merci pour cette présentation qui illustre ton caractère tonique, énergisante. Et d'ailleurs, beaucoup d'entreprises, vous, entreprises de l'univers des vins et spiritueux, vous faites appel à ces APA et dernièrement à ces APA dans le cadre de... Il y a quelques noms que j'ai reconnus, oui. On passe sans plus tarder aux troisième intervention, Frédéric et Félix. Je vous laisse la parole. Oui, je vous laisse dérouler la présentation peut-être aussi ou... Non, allez-y. Allez, je vais la partager alors. Allez-y. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Frédéric Vinault, le chef de l'unité promotion au sein de France Agrimaire, et je suis accompagné de Félix Pendrier, qui est mon adjoint. L'unité promotion, c'est une unité qui met en œuvre différents dispositifs de promotion de produits agricoles, et notamment celui de la promotion des vins en pays tiers, qu'on va discuter maintenant. Cette mesure a pour objectif d'améliorer la compétitivité des vins de l'Union européenne, de développer leur image de qualité et de notoriété dans les pays tiers à travers des actions de promotion et d'ouvrir, diversifier, consolider des marchés.
Elle s'adresse aux interprofessions, aux entreprises privées, donc producteurs, coopératives, négociants, aux associations, GIE et aux organisations de producteurs. Et elle concerne des actions dans les pays ou groupes de pays hors Union européenne. Le slide suivant, c'est les caractéristiques de la mesure. Donc, on a un financement à 50% des dépenses engagées, une avance possible à 60% de l'aide. Les dépenses par pays doivent être supérieures à 10 000 €. Il existe une téléprocédure pour déposer vos demandes d'aide et vos demandes de paiement. Et en termes de calendrier, l'appel à projet 2023 s'est terminé hier et le prochain dépôt est prévu en septembre 2024 pour des réalisations sur l'année 2025. La prochaine diapositive, nous souhaitons attirer votre attention sur quelques points de vigilance, notamment au niveau des vins éligibles qui doivent être labellisés, AOC, AOP, IGP, ou alors des vins sans indication géographique, mais avec mention de cépage. Les spiritueux ne sont pas éligibles. Les actions éligibles doivent être celles de promotion, donc les actions commerciales et les actions de prospection ne sont pas éligibles. C'est un point important. Oui, exactement. C'est ce qui fait la différence. Et cette mesure n'est pas cumulable avec les financements FEADER ni avec la prospection de BPI. Donc, je confirme les propos de M. Cabot tout à l'heure. On met en œuvre des contrôles croisés pour vérifier qu'il n'y a pas de double financement. La diapositive suivante, c'est pour... Pardon, tu peux même souligner que ce n'est pas cumulable avec ce que Thibaut vient d'indiquer, avec les assurances protection de BPI. Exactement, c'est ce que j'ai dit, il me semble. Parfait. Donc, les actions éligibles, il y en a 6. Les actions de promotion et de publicité, relations publiques, avec différents types d'événements. Donc, il y a de la publicité, de l'animation, des voyages sur le lieu de production, des dégustations, l'organisation de concours, des formations, des relations de presse, du sponsoring, Internet et réseaux sociaux. La deuxième action, c'est tout ce qui concerne les salons, les grands salons internationaux. La troisième action, des campagnes d'information. L'action 4, des études de marché. L'action 5, des études d'évaluation. Et tout nouveau sur le PSN, l'action 6, avec des dossiers techniques. Si des actions ne figurent pas sur cette diapositive, c'est qu'elles sont non éligibles. La diapositive suivante, c'est pour vous montrer les catégories de dépenses éligibles. Donc, il y a des frais de personnel qui correspondent au temps passé à préparer, à suivre ou à réaliser les activités. Il y a des prestations de services, des frais d'hébergement et de séjour. Il y a ce qui concerne les échantillons de vin, donc les achats, la valorisation, les transports et puis aussi les frais de transport humain. J'ai été très rapide. On peut passer à la diapositive 6 ou pour aller plus loin, si vous le souhaitez. Nous avons mis en place différents guides, aussi bien sur comment déposer vos dossiers dans la téléprocédure, que des guides de bonnes pratiques de présentation des dossiers. Et si vous avez davantage de questions, vous pouvez nous contacter à la diapositive suivante à l'adresse mail promo-ocm@franceagrimaire.fr. Je vous remercie. Merci Frédéric, c'était concis, précis. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois que oui. Est-ce que le coût d'envoi d'échantillons est cette fois-ci peut être pris en compte dans le cadre des actions de promotion qui vous seraient soumises? Les coûts d'envoi sont éligibles, mais maintenant les coûts de retour aussi sont également pris en compte.
si jamais vous n'avez pas consommé tous vos échantillons, vous pouvez les ramener en France et ce sera éligible. Bernard, vous voulez bien une confirmation que ces actions que vous venez de décrire et qu'on mettrait dans ce programme sont bien obligatoirement à destination de pays hors UE? Oui, toutes les actions qui ont été décrites doivent se dérouler hors UE. Point d'attention, donc effectivement, également pour les salons internationaux, ne sont éligibles que les salons qui se déroulent hors Union européenne. Et ça commence par la Suisse. Une confirmation, mais c'est bon de le répéter parce que c'était tout le sens en fait de ce pourquoi Thibaut, Frédéric et Félix, on voulait que vous interveniez. Vous nous confirmez donc que vraiment ces 3 dispositifs, ils sont cumulables, mais sur des assiettes de dépenses que chacun d'entre vous, opérateur, vous soyez producteur ou commercialisateur de vin et de spi, en fait, il faudra bien séparer vos dépenses pour chacun de ces 3 produits, de ces 3 dispositifs. On ne peut pas mettre une même dépense sur ces 3 dispositifs, il faudra vraiment les séparer. Donc, cumulable, naturellement, ces dispositifs, mais sur des dépenses bien séparées. Voilà. Je pense que c'est vraiment le point fondamental pour vous. Et finalement, c'est assez simple à organiser parce que ça vous demandera en fait de ventiler vos dépenses dans le dispositif qui vous paraît le plus pertinent. En fait, finalement, le message, c'est celui-là. Je vois que Franck Pardessus, qui est un éminent producteur de vin dans l'Hérault, souhaite connaître les différences entre la notion de promotion et de prospection. C'est subtil. Pouvez-vous nous donner des exemples d'actions qui sont dans l'un mais pas dans l'autre? Il y avait le slide 4 qui l'est présenté, mais si vous voulez approfondir le sujet. Donc, sur le dispositif de promotion en pays tiers, ce qu'on appelle les actions de promotion, c'est toutes celles qui ont été listées dans l'action 4, mais qui sont également dans notre annexe 1 de la décision que vous trouverez sur le site internet. Et donc, par exemple, si vous allez en dîner d'affaires avec des commerciaux ou avec des prestataires, enfin avec n'importe qui, si vous ne mettez pas en avant une dégustation dans le cadre de ce dîner, qui va mettre en avant vos vins, pour nous, ce sera considéré comme une action de prospection inéligible. Donc, il faut vraiment à chaque fois justifier d'une action promotionnelle sur vos vins quand vous mettez en place une action. Très clair. Est-ce qu'on peut dire simplement qu'une promotion, une action de promotion, c'est une action sur un pays sur lequel on a déjà des flux commerciaux ou un importateur, un distributeur? Si on peut le simplifier comme ça ou pas? Oui. C'est ça. Oui. Parfait. Laurent Damas, qui est aussi un producteur bien connu de spiritueux dans le Gers, d'Armagnac, souhaite savoir à quelle date faire la demande et pour combien de temps. Peut-être, je vois qu'aussi il y a eu des questions de Bernard sur les rétro-planning. Peut-être nous refaire un petit point sur ces rétro-planning et ces appels à projets, puisque bon, pour le coup, même si on en est bien conscient, ça tombe mal. Mais voilà, pour nous repréciser les rétro-planning, c'est toujours important. Pour la promotion des vins en pays tiers? Oui. Alors, les spiritueux sont inéligibles, hein, premier point, on l'a dit au début. Ah, on a perdu Félix. Bon, je vais reprendre la main. Tout le monde m'entend? On vous entend très bien, Frédéric. Merci. Sur le calendrier, l'appel à projet 2023 s'est terminé hier. Donc, les demandes d'aide pour l'appel à projet 2023, c'est terminé. Ça concernait des actions de réalisation qui commençaient au 16 octobre 2023 et qui devaient se terminer au 31/12/2024. Le prochain appel à projet va être ouvert en septembre 2024. Il y aura 1 mois et demi pour déposer les projets. Et ensuite, une réalisation des actions sur l'année civile 2025, 1er janvier au 31/12/2025. Après, sur les demandes de paiement, elles interviennent en général au printemps de l'année civile. De l'année suivante. Donc, vous réalisez en 2000... effectivement, pour l'appel à projet 2024, vous allez réaliser en 2025 et vous présenterez votre demande de paiement au cours de l'année 2026 jusqu'au 31 mai. C'est les dates qu'on fixe. Ouais, ça se termine fin mai.
Merci. Je vois qu'il y a une question, Guillaume, qui revient sur la notion des échantillons, les échantillons retour. Est-ce que l'achat ou le rachat à un importateur client, dans le cadre d'une opération de promotion, il y aurait eu une vente de produits, est-ce que l'achat ou le rachat à cet importateur des invendus de cette opération de promotion est éligible? Je crois que Guillaume, c'est le sens de ta question. Alors, ce qui est éligible, c'est d'acheter des échantillons auprès de vos importateurs pour effectuer des actions promotionnelles. D'accord. Parce que là, ce sera un coût pour vous. En revanche, le rachat dans l'autre sens, j'imagine que c'est du coup une recette, donc ça, vous ne pourrez pas le présenter. Très bien. Ça, vous pouvez parler. Je vois que Vincent revenait sur la notion de pays. Est-ce que la Suède est toujours éligible à ce dispositif? Oui, vu qu'elle est hors territoire UE. Parfait. A répondu Bernard. Florence Majot, un petit point de précision sur les opérations Taste in France montées par Ad-Hoc ou Business France. Est-ce que vous les considérez comme des opérations de promotion au même titre que des salons, ou est-ce que c'est dans le cadre, ça rentre plutôt dans le cadre d'opérations collectives de prospection? Quel type de dépenses? Je n'ai pas entendu, je suis désolé. Les Taste in France, les opérations B2B qui sont organisées par Ad-Hoc ou Business France à l'étranger, qui sont des mini salons professionnels avec une entrée spécifique, ou les intégrer plutôt dans la prospection ou dans la promotion? Alors, on a une catégorie salon B2B, donc si ça rentre dans cette catégorie et que c'est un salon vraiment identifié, ça peut faire partie des dépenses éligibles. Très bien. Laurent Cazotte, qui a bien noté que les spiritueux n'étaient pas éligibles à ce dispositif, vous demande si chez France Agrimaire, vous gérez des dispositifs européens qui couvrent cet univers des spiritueux. À ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Sur les dispositifs de l'OCM vitivinicole, c'est vraiment axé spécifiquement sur les vins. Donc, pas de... Oui, je pense que la limite, c'est celle qu'indiquait Francis au début, c'est un spiritueux, c'est considéré non pas comme un produit agricole, mais déjà transformé en produit agroalimentaire. Je pense que c'est ça. Donc là, pour Laurent Cazotte, vous jouez avec les dispositifs de la région et avec les dispositifs de PPI que peut-être vous connaissiez déjà. Moi, j'avais juste une petite question, parce que je vois que l'heure avance et les questions sont un petit peu taries. En termes de volumétrie, Frédéric et Félix, sur l'Occitanie, c'est combien de dossiers qui vous arrivent, qui sont acceptés, enfin, pour donner un petit peu des notions, et sur quel pays aussi, sur quelle destination sont activés vos dispositifs, et puis si vous avez un ticket moyen aussi, ça peut être intéressant d'avoir cette information. Là, vous nous prenez un peu de cours, on n'a pas préparé des chiffres spéciaux Occitanie. Je sais. Mais alors nationaux peut-être, tout simplement. Sur les nationaux, les pays principaux, c'est la Chine, les États-Unis, le Canada, je ne sais plus, Félix, le Japon, Corée, le Japon, Corée, voilà, des grands classiques. Hein. On a environ 10 demandes de paiement qui nous arrivent par an, environ 200 projets. Donc voilà. On a une enveloppe à 80 millions. Quoi dire de plus? Non, mais c'est très clair, on vient de faire le ratio. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'on est un petit peu en avance sur le timing, et pour le coup, c'est plutôt une très bonne surprise parce que c'était dense et technique comme présentation. Donc, merci déjà à Francis, Thibault, Frédéric et Félix pour avoir mené et tenu le timing. Est-ce qu'on peut encore prendre certaines questions ou sinon... Peut-être compléter, Philippe, oui, si tu permets, avec quelques questions qu'on n'a pas pu poser à Francis tout à l'heure. Hormis, oui, les détails très précis. Quelqu'un avait demandé pour un recrutement qui avait débuté en mai 2023.
Est-ce que la suite peut être encore éligible? Non, parce que la personne est déjà recrutée. Ouais. Donc, c'est vraiment sur la création d'emplois, la création nette d'emplois, et donc la première création du poste. D'accord. Il y avait aussi une question, est-ce que les structures collectives sont éligibles, Francis? Non, enfin, dites-moi ce que vous entendez par structure collective, mais par exemple, les interprofessions sont éligibles sur d'autres dispositifs. Mais là, on est sur un dispositif entreprise, donc Oui. à vocation économique. D'accord. On peut s'en arrêter là pour la partie de Francis. Merci. Parfait. Ben, écoutez, je pense qu'on va clôturer la session maintenant. Je vous répète, le replay et les présentations vous seront envoyés pour le coup par Catherine Machabert, qui revient, je crois, demain de ce petit arrêt maladie, et on la salue. Bonne récupération, même s'il est dans cette dernière ligne droite. Pour les questions, vous verrez, il y a ces mails que vous pouvez activer. Et puis surtout, pour des questions plus directes, n'hésitez pas à contacter l'ensemble de ce qu'on appelle les développeurs export de la Team France Export Occitanie, que ce soit des collaborateurs de Haddock, des collaborateurs de l'équipe de Stéphanie, que ce soit des collaborateurs de la CCI Occitanie, le département international de Morgane, ou que ce soit des collaborateurs de Business France que je représente. N'hésitez pas, on est tous alignés, on fait tous partie de la même équipe. Donc, on a tous le même niveau d'information, même si on le découvre comme vous au quotidien, notamment sur les dispositifs de la région. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous dire à la prochaine pour ce webinaire export avec, je répète, les 6 interpros. On n'a pas encore décidé ni la date ni le sujet, mais bon, j'imagine que ça interviendra peut-être ou tout début septembre, ou après on vous laissera, même si elle commence tôt maintenant, on vous laissera récolter et vinifier, et on le fera peut-être un petit peu après. En tout cas, à très vite, à très bientôt, et puis surtout, comme on dit, amitié vigneronne. Bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir. Merci, bonne journée.